Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi et ainsi d'éviter de perdre du temps. J'ai également mon propre site rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des formations en fonction de sa morphoanatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche au naturel que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation super physique pour les plus passionnés d'entre vous sur méthodesp.rudykoya.com. Aussi, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires bio destinée à améliorer votre santé, ainsi que notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance, avec notamment les fameux cycles de progression. Enfin, vous êtes également les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique, à proximité d'Annecy. Mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Aujourd'hui, je serai accompagné de June pour animer le podcast et qui nous partagera son expérience personnelle, le tout avec de nombreuses anecdotes. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver sur son compte Instagram où elle est particulièrement active en tapant June Coach 74 ainsi que sur son podcast Beyond Your Why. Allez, c'est parti. Salut June, t'as la forme ou quoi? Bah ouais, super, et toi, Rudy? Bah ça va bien. Alors tu sais très bien, à chaque fois que tu passes sur le podcast, une fois par mois, on fait un peu le point sur tes objectifs, où t'en es, tout ça. La dernière fois, on avait discuté un peu de cette remise en question qu'on a vu dans le podcast avec Jessica Vetter sur tes objectifs en musculation. Où est-ce que t'en es là-dessus? Bah écoute, effectivement, déjà, le podcast avec Jessica que t'as fait, c'est quelque chose qui a fait beaucoup écho à pas mal de choses en moi, notamment sur les questions de l'identité. C'est des questions que je me pose pas mal en ce moment. Mais voilà, je continue évidemment ma pratique de la musculation à côté. Hein, je continue. Et est-ce que tu cherches toujours à prendre du muscle, à t'entraîner à fond, à progresser? Non, c'est pas. Disons que oui, je continue à m'entraîner pour le moment en tout cas. Je continue à m'entraîner, je continue à essayer de progresser, mais j'admets que je pense avoir réenvisagé certains objectifs, euh, pas uniquement parce que voilà, j'ai pas d'objectif en musculation, ce n'est pas ça la raison, c'est plutôt parce que comme tu le sais, j'ai eu quelques problèmes, quelques problématiques, et en fait, le fait de devoir disons, me pencher sur la question de recouvrir la santé, de retrouver la santé, je me dis à quoi bon en fait continuer dans un domaine où je serais toujours amenée, disons, à défier les lois hormonales. En fait, Les lois de la nature, en fait. Les lois de la nature, voilà, de ma nature. Peut-être que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Encore une fois, hein, il y a un grand spectre de santé et chacun va avoir des réactions hormonales différentes et des réactions différentes tout court, hein, pas que hormonales. Mais le fait est que pendant la période où je faisais uniquement de la musculation, donc tu sais quand j'ai commencé à arriver au Superphysique, c'était très bien, hein, j'avais quand même déjà quelques soucis, mais ça allait plutôt bien. Et là depuis disons le post-compétition, ça a vraiment été compliqué, donc forcément je réenvisage mes objectifs. Alors oui, j'ai envie de continuer à progresser, prendre du muscle, ça c'est certain, surtout au niveau du bas du corps. Mais en fait, je me dis voilà à quel point je veux ça, et surtout en fait, j'ai pas envie de me limiter, j'ai envie de pratiquer d'autres choses. Et lorsqu'on est dédié au bodybuilding, à la musculation, bah voilà, on est dédié. On doit en tout cas s'y plonger, on doit optimiser sa récupération, on doit vraiment faire ça avec disons avec abnégation, hein, comme Clément pour la force athlétique et comme les athlètes vraiment dans leur domaine. Donc voilà, moi je réenvisage parce que j'ai découvert aussi le sport sur le tard et j'ai envie de faire d'autres choses. Tout comme en fait, je pense que on peut voir ça comme des cycles, hein, comme les cycles de progression. J'ai commencé par le CrossFit, j'ai fait un petit peu d'haltéro, là j'ai fait de la musculation, j'ai fait un petit peu de body et là j'ai envie de faire d'autres choses. Donc voilà, mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis après ta sèche. J'ai Philippe qui m'a écrit cette semaine par email. Que je connais un peu, avec qui j'ai échangé pas mal de fois par mail, et qui me disait qu'il avait fait justement un régime hypocalorique pour sécher tout ça, et que suite à celui-ci, en fait, son taux de testo était tellement diminué
avait tellement diminué en fait qu'il avait fait des analyses, il comprenait pas, ça revenait pas, et il était resté longtemps en déficit calorique assez bas pour lui. Et j'ai plus exactement son mail en tête, mais genre ça a mis plus de 6 mois à revenir. Il s'est entraîné moins au lieu de s'entraîner 6 fois par semaine, il s'est entraîné que 3 fois. Il a remangé beaucoup plus et c'est revenu. Et donc il me dit ce serait bien que t'en parles dans un podcast parce que j'ai l'impression qu'on n'alerte pas assez justement sur les dangers de la restriction calorique sur le moyen et long terme. Moi j'ai l'impression d'avoir quand même pas mal parlé. En plus dans le guide de la sèche naturelle j'en parle. Mais c'est vrai que on se rend pas compte, pour ceux qui sont pas dans le milieu de la muscu, qui sont pas super intéressés, de l'impact de l'alimentation et du sport sur les hormones. Un coup, je me souviens, je sais plus qui était surpris, il disait, oui, quand tu manges, tu influences tes hormones. Il me dit, ah bon? Ouais. Et je lui disais même, t'influences même l'expression de ton ADN, de tes gènes. Il me dit, ah bon? Ouais. Je dis, oui. Je dis, en fait, tout est lié. Et c'est vrai que ça, on a tendance à le minimiser. Après, ce qu'il y a aussi, c'est comme tu le dis, là, en muscu, pour moi, extérieurement, quand je te vois, tes progrès que tu peux faire maintenant sont plus minimes qu'avant. Non, mais t'as passé. C'est sûr, faut le dire, voilà. Ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans que tu t'entraînes, peut-être? En musculation pure, ouais. Ça fait, je crois, depuis que je suis arrivée. OSP, c'était quoi, 2017? Non, c'était plus tard, hein. Je crois que c'était 2018. 2018, donc 2018, ça fait 2019. Donc ça fait 5 ans que tu t'entraînais à fond. Et c'est sûr qu'au bout de 5 ans, en fait, t'as commencé tard, t'as passé la quarantaine. Donc aussi, voilà, quand on passe la quarantaine, on a moins de marge de progression. Je n'ai pas 40 ans. T'as pas passé la quarantaine? Non. Tais-toi, tu prends pas le collagène super physique. C'est ça. Si j'ai 40 ans, toi t'as 50 ans en fait. Voilà, c'est ça. On a au moins 10 ans d'écart. On a beaucoup moins d'écart. Beaucoup plus vieux que moi. On a presque le même âge. Mais bref, tout ça pour dire que c'est sûr que quand on démarre tardivement, notre marge de manœuvre est beaucoup moins importante. Et moi qui te vois, je vois bien que tu vas peut-être gagner encore un peu, mais tu vas plus gagner comme les 1, 2, 3, 4 ans. C'est un peu cuit. Et donc, je te lance là-dessus. Mais tu m'as annoncé donc un nouvel objectif, June, et je tiens à ce que tu t'engages devant nos auditeurs de cet objectif. Très bien. Je m'engage devant ce micro. Alors, c'est quoi ton nouvel objectif, June? Dis-nous tout. Écoute, je pense qu'on en a déjà parlé la fois précédente, mais moi j'aime beaucoup nager. J'aime bien faire du vélo. Et courir, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, mais je pense que je peux progresser là-dessus. Et pendant un moment, je courais pas mal, je faisais aussi un petit peu de trail. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui m'est complètement étranger, même si il y a bien des choses qui se sont passées entre-temps. Donc je me suis dit, testons un triathlon, parce qu'il faut bien expérimenter, il faut tester. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir s'exprimer. Et j'ai envie de m'exprimer d'une manière différente. Donc ça aussi, à travers différentes activités, et le fait que ça mêle 3 activités différentes, je me suis dit pourquoi pas tester. De toute façon, je pourrais pas savoir si ça me plaît sans avoir essayé. Et ça, c'est pareil. Quand j'ai fait du bodybuilding. Est-ce que tu retrouves cette, je sais pas comment dire, excitation, mais de débuter quelque chose et de savoir que tu vas progresser super vite. Tu vois, alors que là en muscu, tu forces, alors que là, comme tu débutes, forcément tu vas faire un peu. Et puis tu vas progresser, tu vas faire que progresser en fait. Alors c'est quand déjà ta compète, celle que tu as choisie? C'est le 30 juin. Le 30 juin, et ça se passe où? Ça va se passer à Cagnes-sur-Mer. Et alors les distances? Donc la distance c'est M, c'est un triathlon M, donc il va avoir 1,5 km de natation, il me semble. C'est ça. On a dit 56 km de vélo. Voilà, normalement c'est 40. C'est 40, normalement c'est 40. Voilà, c'est 40 ou 42, mais là c'est 56 km de vélo et 10 km de course à pied. Donc voilà, ça c'est la distance olympique, on dit. Donc je pense que le format S c'est dommage, tu vois, c'est un peu court. On est vraiment sur un effort très rapide, et je voulais quand même quelque chose d'un petit peu plus un peu plus long, quoi. Ok, et donc est-ce que tu as cette excitation d'avoir des progrès, tu vois, qui vont être pas faciles, mais beaucoup plus faciles? J'espère que. Non, mais c'est sûr. Oui, mais que t'as jamais fait. C'est sûr. J'espère qu'il va y avoir des progrès, mais effectivement, je suis assez enjouée. Là, j'ai vraiment regardé ce week-end, donc c'est sûr que quand on se lance dans quelque chose de nouveau, voilà, c'est un peu, c'est comme tu l'as dit, c'est l'excitation des premières semaines, des premiers, le nouveau programme, aborder des nouvelles notions. Donc c'est ça qui est intéressant en fait, c'est tout le processus, et c'est toujours ça qui m'a aussi pas mal intéressée. C'est de me lancer dans quelque chose sur le long terme en fait. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Ouais. Et donc, moi, j'ai des questions un peu à la con. Donc, je sais que t'avais repris la course à pied.
doucement, tout ça, et que bon bah comme tous les pratiquants de muscu, au début quand tu reprends, bah tu sens qu'il faut que tu y ailles doucement parce que sinon tu sens que ça te fait des petites douleurs, des fois des périostites ou ça peut te tirer un peu sur les genoux parce qu'il y a des chocs, tout ça. Sur le vélo, qu'est-ce que t'as comme vélo? Parce que t'as un vélo un peu pas un vélo bâtard mais un vélo classique quoi. T'as pas un vélo de course pour l'instant. J'ai complètement un vélo bâtard comme tu dis, donc c'est plus c'est un Giant déjà. Ok. Et mais voilà, c'est un cadre de vélo de route, sauf que le guidon c'est un guidon bâtard quoi. Donc ça c'est rien, ça se change, c'est rien du tout. Donc voilà, un guidon, ça se change. Éventuellement, j'en prendrai un nouveau, je verrai. Enfin voilà. Ouais, tu mets des prolongateurs, tu te couches sur le vélo et c'est bon. Voilà. On va voir. Mais déjà, le but, c'est d'apprivoiser les nouvelles disciplines, d'être un peu plus endurante, puis ensuite d'envoyer un petit peu de caisse. Et puis voilà, ensuite, le choix du vélo, je pense, il va se faire là. Ouais, bah après, t'as juste à bidouiller ton vélo, c'est-à-dire un vélo. Après, souvent, ce qui se passe, bah, je sais pas, t'as déjà fait le tour du lac d'Annecy en vélo, c'est qu'on voit des gens qui ont des vélos, mais incroyables. Tu sais, des gens qui sont pas du tout en forme physique, qui vont avoir du bide, voilà, on voit que bon, mais ils ont des vélos à 10 000 euros, ils ont la tenue du champion, tu sais, ils ont les apparences avant d'être le sportif, et donc bon, bah, faut faire attention à ça. Pareil sur, bah, je sais pas si t'as une combi de natation, t'as une combi, non? Non, j'achèterais une trifonction. Oui, voilà. Voilà. Super. Ouais, c'est ça. Non, mais je verrais aussi, je crois que Decathlon, ils ont fait. Bien sûr. Non, mais c'est pour ça que je te disais ça. Decathlon, ils font des trifonctions. Voilà. Il y a plein de marques qui font des trifonctions basiques. Mais c'est vrai qu'on peut vite se perdre avec du matériel qui coûte hors de prix, quoi. Oui, c'est ça aussi. Enfin, il faut pas, je pense, se perdre. Déjà, ma prépa de body, elle a coûté excessivement cher. Voilà, le but, c'est pas non plus, surtout pour un premier triathlon, en fait, on va pas dépenser des 1000 et des cents, quoi. Ça sert à rien de dépenser du matériel haut de gamme pour un premier triathlon. Voilà, quand on commence tout juste, déjà se frotter à la discipline, c'est très bien. Ensuite, voilà, c'est quand les personnes, les triathlètes performent à haut niveau ou sur des triathlons vraiment longue distance, des Ironman, des Alpha Ironman, bah oui, là tu peux commencer à penser justement à tes prolongateurs, voilà. Avoir une bonne trifonction, avoir voilà des super chaussures. Je te donne un exemple parce que moi je suis abonné à c'est quoi ce Triathlon Magazine, je sais plus comment ça s'appelle, Trimag, je sais plus, je suis abonné à un magazine de triathlon pour voir un peu ce qui se fait. Et rien que pour les prolongateurs, tu vois, ils disent dedans suivant des tests en soufflerie, tu peux gagner jusqu'à 30 watts. Ouais, c'est ce que tu m'avais dit. Donc c'est énorme 30 watts. Maintenant tu vois comme on t'a fait faire des tests lundi à la salle. Ouais. Tu t'es dépouillé. Et ben 30 watts c'est énorme hein. Ouais, 30 watts, c'est pas... On les sent, non, ouais, on les sent. 30 watts, c'est énorme, hein. Tu vois, 30 watts, c'est peut-être ce que tu vas gagner en t'entraînant. Sur 6 mois, alors peut-être un peu plus parce que tu débutes complet. Mais, tu vois, 30 watts, ça se prend. Tu vois, les prolongateurs, ça coûte rien. Ouais, c'est sûr. Ensuite, voilà, c'est une position assez particulière, la position aéro. J'ai regardé un petit peu. Ouais, bien sûr. Voilà, sur le watt bike, tu tentes de la prendre aussi un petit peu. Ouais, ça crame, hein. Ça crame localement, dans les quadriceps. Ouais, puis généralement, quand tu te penches, je sais pas tes Fabrice, ça te fait un peu plus le cul, un peu les ischios. Alors après, pareil, là, t'as des godasses de vélo. Non, pareil. Donc pareil, quand tu vas avoir ça, sur le watt bike à la salle, si tu fais ça pour l'instant, vu que c'est l'hiver, bah, tu peux mettre des pédales. Il y a déjà des pédales. Tu peux déjà acheter des godasses. Donc, pareil, il y a des prix pas très chers, à Decat, voilà, ça se fait, ou même d'autres marques, hein. On cite Decat parce qu'il y en a un juste à côté de la salle. Mais, voilà, et rien que ça, tu vas avoir, quand t'as fait des tests, tu dis, essaye de tirer, et quand tu vas mettre les pédales, en fait, ça va désengorger tes quadriceps. En fait, tu vas sentir que, ok, là, tu pousses, tu tires, et en fait, c'est beaucoup moins fatigant musculairement. Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit aussi. Donc mais t'as vu quand les prochaines étapes. Quand je te dis tu tires, t'as vu? Et d'un coup, ça allait mieux. Ça va mieux. Alors après, tu vas congestionner du cul, mais après, hop, tu remets les quads. Enfin, bon, bref, des trucs un peu débutants, mais c'est là. Et en plus, avec le watt bike, ce qui est bien, c'est que, donc c'est une sorte de home trainer. Donc, ce qui est populaire en ce moment, c'est le bike erg. Mais le watt bike, c'est vraiment le truc très très haut de gamme qui coûte à 3 000 euros, auquel je m'étais intéressé quand j'avais sponsorisé François Pervis il y a quelques années quand il était double champion du monde de cyclisme sur piste. Et donc il m'avait dit que eux ils utilisaient beaucoup ça. Et donc j'avais été voir leur entraînement, blablabla. Et donc j'avais acheté ce vélo. Pour l'info, allez, je me lance une petite fleur. J'avais été, pas grand monde participait, donc voilà, c'est pour savoir quelque chose. Mais j'avais été recordman du monde du 500 mètres sur watt bike quand il faisait des classements tout ça. Donc je m'étais vraiment entraîné comme un fou dessus. Et ouais, c'est sur ce watt bike, en fait, on voit comment on pousse et on tire de chaque jambe. En fait, il y a un graphique, et donc qui peut nous permettre d'apprendre justement à pédaler en 8. Normalement, ça doit faire un beau 8. C'est ça. Et normalement, bah, je sais pas si t'as regardé comment tu pédales, mais moi, quand je pédale dessus, je vois que mon 8 est de travers, quoi. Je vois que ça se passe pas au même endroit. Ouais, moi, ça dépend. Il y a des fois où ça va, mais c'est vraiment, en fait, ce que j'ai pu constater, c'est que c'était pas du tout linéaire, en fait. Exactement. C'est normal parce qu'en fait,
c'est complètement différent de l'effort de muscu où tu forces, tu forces, tu forces. Là, c'est vraiment apprendre le rythme, tu vois. Ouais. C'est pas exploser, c'est tenir. Et après, pareil, ça, c'est ce qu'on appelle l'économie. Tu vas apprendre à t'économiser. Parce que pareil, c'est quand je faisais quoi que c'est quand j'ai été à Power Watts, donc de mon pote Jérôme Coppel en Suisse. J'allais Mm. avec Saverio de Keep Up. On allait là-bas et là-bas leurs vélos sont beaucoup plus leurs home trainers sont beaucoup plus sensibles qu'un biker ou un watt bike. Ok. Et donc en fait, tu voyais vraiment les différences de puissance. Donc comparativement aux gars qui en faisaient depuis longtemps, moi je faisais un peu de biker ou de watt bike. Voilà, quand je m'étais mis vraiment, j'en faisais beaucoup. Mais là, en fait, je sais pas à quelle vitesse, peut-être toutes les secondes ou toutes les demi-secondes, ils prenaient tes watts. Et moi, je voyais que j'arrêtais pas de sauter, tu vois. Ah ouais. Et en fait, eux, ceux qui roulent depuis longtemps, mais ils arrivaient à être pas, une connerie, on faisait des trucs genre à 300 watts. Ils restaient à 300 watts tout le long, alors que moi, je faisais 330, j'étais à 280, alors j'en mettais un coup, j'étais à 350. Ouais. Et donc, Ouais, pour ouais. moi, Eux, ils avaient vraiment la ouais, régularité, ouais, quoi. ils Et arrivaient c'est à pas comme ça savoir. aussi. Mais ça s'apprend pareil. Et ça va te faire économiser, parce que si tu fais que accélérer, ralentir, accélérer, ben, en fait, tu te crames à fond. Mais c'est vrai que ça, pareil, c'était hyper intéressant pour Overwatch. Si jamais j'ai encore des séances, donc si un coup tu veux y aller, on peut aller faire un tour. Non mais c'est vrai, Dans quelques semaines. Laisse-moi le temps d'avoir. oui oui non mais c'est sympa. Mais ça pourrait être super sympa, J'ai ouais. un carnet de 10 Carrément. séances et donc ça fait un moment que j'ai pas été parce que je pédale pas trop en ce moment. Je continue de courir sur mon tapis et donc pour l'instant, je suis content de ce tapis. Voilà. Mais c'est vrai que des fois ça me démange de reprendre aussi un peu le vélo, mais je me dis bon, je fais déjà 9 séances. Et est-ce que je monte à 11 séances parce qu'une séance par semaine, bon. En fait, c'est toujours difficile, et c'est ce que je disais à Fabrice, il en reparlera la semaine prochaine, mais de se fixer des contraintes, et ce que je te disais avant le podcast, faut se fixer des contraintes de temps, parce que Mm. sinon, dans ces sports-là, c'est Ouais. limite plus t'en fais, mieux c'est. Exactement, mais là c'est pareil. Le but c'est pas d'aller au surentraînement pour moi en Tu tout vises pas cas. les championnats Voilà. du monde, les Jeux Non, Olympiques. jamais. Parce que tu peux peut-être te qualifier pour les Jeux Olympiques. Non, je crois pas. Non. Non? Non, non, mais voilà, c'est effectivement comme tu dis, et c'est comme la musculation. Hein, pendant un moment, je pouvais m'entraîner six fois par semaine, si ce n'est sept, en faisant une séance en plus de mobilité. On peut toujours faire plus, mais l'idée c'est déjà de faire bien et voilà, d'y aller progressivement. Et ça va pas être non plus d'aller sur l'endurance à outrance, mais déjà faire ce qu'il faut en fait, être dans le juste plutôt que être dans l'excès et Ouais, ouais. aussi être. Ce qui est dur, c'est de trouver l'équilibre. Moi, je te donne un exemple avec le kayak. Donc, pas cette année, mais l'année d'avant. L'été, il faisait vraiment beau, j'étais archi motivé, tout ça. Et je faisais 9-10 séances par semaine. En fait, des fois, je faisais 2 séances. Et je voyais, plus j'en faisais, plus je progressais. Vraiment, un moment, donc pour ceux qui n'en ont jamais fait, c'est assez instable. J'avais fait une vidéo kayak avec Belette, pour ceux qui l'avaient vu sur YouTube. Et c'est une super vidéo, je vous invite à regarder. Et bref, et donc, plus je monte dans le bateau, bah, plus je suis à l'aise, tout ça. Et c'est vrai qu'à un moment, tu dis, bon, bah, en fait, je vais monter. Mais après, tu dis, bon, quel est le but de tout ça? Parce que, en fait, tu peux monter 12 fois, 14 fois, 20 fois. Mais bon, t'as rien à gagner. Tu serais jamais champion là-dedans. Et donc maintenant, j'étais vraiment de me limiter à mes 5 séances par semaine. Et je me rappelle toujours les phrases de Jean Texier qui disaient mieux vaut en faire moins que trop. Donc il parlait pour la muscu, mais je pense que ça vaut Ça vaut pour tout. pour Enfin, tout. je Voilà, pense quand au tu joues pas ta global. vie. Et il disait mieux vaut mettre moins lourd que trop lourd. Et dans le podcast que j'ai fait, Les Secrets du Sport, avec mon pote Mathieu de Cyclisme Performance, justement, je lui posais la question de, je sais pas si tu l'as écouté, mais ça t'intéressera, il faudra que Mm. tu l'écoutes. Et dedans, justement, je lui dis, bah Mathieu, tu fais tes intervalles de 15 minutes à 280 watts. Je dis alors que tu peux les faire à 300. Et il me dit oui, mais il me dit, le but, c'est d'être juste à la bonne intensité pour faire le truc. Et donc, moi, j'ai toujours tendance, parce que j'aime pas, moi, je suis plutôt un amoureux de l'effort, comme Fabrice. On aime bien forcer, donc j'ai du mal à me restreindre à ça. Mais c'est vrai que il y a le juste équilibre à trouver et pas tomber dans le plus, parce que, et pareil, souvent, ce qu'on peut voir dans le triathlon ou même dans d'autres disciplines un peu d'endurance, d'ultra-endurance, c'est des conseils, et c'est contre quoi je lutte depuis longtemps, de toute façon, même en muscu, c'est des conseils pour les très jeunes qui pratiquent, qui sont en pleine bourre Mm. et qui ont un temps presque illimité. Bien Et sûr. donc, on va te parler d'entraînement polarisé, de planification d'entraînement, de planification nutritionnelle, de plein de trucs, en fait, de séances, de doubler tes séances de seuil dans la journée, des semaines d'intensité à 5-6 séances d'intensité dans la semaine. Bref, plein de trucs qui sont hyper intéressants, mais qui, en fait, sont inapplicables pour la personne, entre guillemets, qui débute, je prends l'exemple de June, à 42 ans, bon, qui débute après la trentaine, qui a pas d'antécédents vraiment sportifs, euh,
qui va pas jouer sa vie à s'entraîner 12 fois par semaine parce qu'en plus les capacités de récupération, comme l'expliquait Matt dans le podcast, bah à partir de 35 ans normalement, bah ça commence à diminuer, tu perds des mitochondries, quoi que tu fasses, tu fais que perdre. Donc après si tu débutes, bah tu vas gagner forcément. Mais au bout d'un moment, ça va descendre. Et donc en fait, c'est pour ça que tous les conseils qu'on voit un peu partout, moi j'ai du mal avec ça parce que c'est toujours pour celui qui veut devenir champion. Et on regarde ce que font les champions pour faire par rapport à nous. Mais quand tu t'entraînes 2, 3, 4, 5 fois par semaine dans une activité, et là le triathlon en plus tu varies les activités, mais même en muscu, mais en fait c'est pas du tout les mêmes conseils. Et ce matin j'ai eu l'exemple, j'ai un élève en BPGEPS, j'appelle Nadal. Alors il y a peut-être qui m'écoute, son surnom il fait du tennis, il joue bien. A priori il joue bien. Et il me dit oui j'ai vu, donc je sais pas les noms, mais j'ai vu une vidéo sur internet, les gars ils disaient de faire la phase négative de manière explosive, ça sert à rien de la ralentir. Et je lui dis d'accord. Et donc on n'a pas encore vu en cours les éléments élastiques du muscle. Je n'aurais pas encore expliqué le schéma de Hill. Bref, des trucs un peu plus compliqués. Et je dis en fait quand quelqu'un te donne un conseil, tu dois toujours remettre un contexte. Pour qui, quand, comment. C'est des questions que je vais te poser. Donc je lui dis toi, ça fait combien de temps que tu fais de la muscu on apprend, voilà, dans quel but tout ça. Je dis est-ce que tu peux accélérer sur une phase négative avec une bonne technique ou pas? Il me dit c'est compliqué, tu vois. Je dis oui, mais quand tu débutes, de toute façon tu apprends le mouvement en allant lentement. Je dis c'est un peu comme la rééducation. Tu commences par de l'isométrie, donc sans mouvement, puis de l'excentrique lent, puis du concentrique lent, puis ensuite tu remets de la vitesse et ensuite possiblement tu fais de la pliométrie. Voilà, si tu fais un sport explosif. C'est pour ça que le plus traumatisant, c'est toujours de mettre de la vitesse. Et c'est pour ça que ce conseil, qui est d'accélérer la phase négative pour mettre plus lourd sur la phase positive, il s'adresse à des pratiquants confirmés qui s'entraînent la plupart du temps sur machine parce qu'il n'y a pas de trajectoire qui va être aléatoire et le risque est minimisé. Et quand plus ton niveau progresse, plus tu dois faire un truc traumatisant. Mais ça s'applique à une très très petite minorité. Et donc Nadal, son surnom, ça c'est pas Rafael Nadal, mais Nadal, mon élève. Et ben en fait, il était perdu par rapport à ça parce qu'en fait, il avait plus où donner de la tête. Et c'est pour ça encore une fois que on essaye, car moi j'essaie avec les podcasts Super Physique ou les articles que j'écris à chaque fois, de mettre les choses dans un contexte de je peux m'entraîner 3, 4, des fois 5 fois, mais voilà, 3, 4 fois par semaine, c'est pas ma priorité. Comment je peux maximiser les résultats avec ces contraintes? Qu'est-ce que je peux faire au mieux? Et donc là, sur la négative, vous n'avez pas d'intérêt pour la majorité, pour 99% à l'accélérer. C'est hyper dangereux. On s'arrache un ischio en faisant du sprint, en explosant. On s'arrache pas un ischio en faisant un 10 km. Voilà, vraiment, c'est que vous avez dépassé les trucs. Mais là, c'est un peu pareil pour le triathlon ou quoi. C'est June, elle pourrait faire 6 fois du vélo par semaine. Mais bon, à un moment, est-ce que tu récupères correctement? Et ce que tu dis, c'est valable, voilà, autant pour la musculation que les sports d'endurance. Et même, par rapport à ce que tu dis, ce qu'on voit, ce qu'on peut entendre, le fait est que maintenant, on a tellement accès à de l'information, on a accès à beaucoup d'informations, mais comme tu l'as dit, à chaque fois, il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Et il y a des personnes qui vont parler par rapport à leur sport spécifiquement ou par rapport à un but spécifique, et il faut pas tout mélanger. Donc voilà, se rapprocher le plus possible aussi de diverses sources, mais les mettre aussi en rapport, et se dire OK, j'ai tout ça, j'ai assimilé tout ce contenu. Maintenant, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Qu'est-ce qui est le mieux pour moi, pour mon individualité, parce qu'on est tous bon, différents. voilà ce qu'on va faire. 12 séances par semaine. On commence par acheter un lactate Scout 4 pour prendre tes lactates la semaine prochaine. On va faire vraiment des seuils très très précis. Allez, je suis prête là. Je suis prête, je suis à fond là. On te prend une trifonction à 18 000 €. Ouais, oui. Et un vélo à 25 000. Tu me l'achètes alors. Pas du tout. Je sponsorise. Ok. Sponsorise. Génial. Mais maintenant, on va avoir cet objectif. Maintenant, chaque mois, voir où t'en es. Allez. Alors pour l'instant, on donne pas les chiffres que t'as fait sur le vélo, mais on les donnera quand tu auras progressé. On les donnera quand j'aurai progressé. Sinon, tu peux que progresser. Espérons. Non, tu peux pas régresser, c'est pas possible. Non, c'est sûr que je peux pas régresser là, c'est clair. Mais c'est intéressant, encore une fois, de voir que tout est quand même très très spécifique et qu'il n'y a pas de transfert comme on pourrait s'y attendre. C'est pas parce qu'on s'entraîne dur dans un domaine que ça va être transférable. En fait, il y a toujours des énormes différences et c'est fou en fait. C'est vraiment fou de voir. C'est différent. À chaque fois, moi, ça fait longtemps que j'ai pas nagé, mais je donne souvent cet exemple-là. Quand je me mets à nager, même si je fais du kayak, je suis habitué, voilà, à bouger le haut du corps. En fait, je congestionne. C'est pas le même effort, quoi. Et donc là je cours, ça va. Mais si je suis sûr que si je refaisais du vélo, j'aurais les cuisses qui congestionnent. Alors que mon cardio, je pense, a jamais été mon système cardiovasculaire de manière globale aussi bon. Mais ça m'empêcherait pas de congestionner des cuisses parce qu'encore une fois, toutes les adaptations sont hyper locales.
Tu viendras nager avec moi. Oui, si tu prends des cours, sinon je viendrai pas. C'est pour faire de la brasse, c'est pour faire du crawl n'importe. Moi, Ouais, mais voilà, moi c'est pour faire du crawl n'importe comment, ça sert à rien. Je vais m'éclater les épaules, mais donc voilà, il faut prendre des cours. Pour moi, il faut prendre des cours. Mais voilà, bref, c'était intéressant. Alors, on va attaquer les questions qu'on a sélectionnées. Donc il y en a un, c'est un message de Zena, en fait, qui avait posté sur le forum la dernière fois et qui a pas réussi à reposter sur le forum. Elle m'a envoyé donc un email. Alors, et elle rentre exactement dans ce qu'on vient d'expliquer. Donc, j'écoute les podcasts Super Physique depuis 2017. J'aurais une question, et si tu pouvais la traiter, ce serait super. Vous parlez souvent du temps de récupération entre les séries, alors voilà. Je m'entraîne en half body, donc elle fait sans doute moitié du corps, un coup haut, un coup bas, voilà. Et pour moi, c'est vraiment difficile de prendre 2 ou 3 minutes de récupération entre les séries. Il me faut du rythme pour apprécier ma séance. Du coup, selon vous, quel est le meilleur choix à faire entre faire quelques pas de danse, je ne plaisante pas, c'est pour ça que j'ai pris la question, parce que June est danseuse, si vous ne le savez pas, et de la mobilité, type posture de yoga en dynamique, donc entre les séries, ou passer sur un exercice d'isolation peu exigeant sur une autre partie du corps, ou faire du gainage, ou travailler en très léger sur les muscles en repos ce jour-là, à flux sanguin. De plus, et ça on fera à la fin, je te confirme que je suis toujours à 50% de lipides sur mon total calorique. Est-ce que c'est dangereux à terme? Le truc est que sinon j'ai du mal à atteindre mon total calorique. Alors June, alors mettons du contexte. Okay. Elle veut pas prendre 2 ou 3 minutes de récup, elle fait du half body. Donc si je veux pas prendre 2 ou 3 minutes, ou voire plus de récup, j'ai envie de te dire, est-ce que ça limite certaines choses déjà? Oui, alors oui, totalement. Ça va limiter à partir d'un certain stade, ça va limiter la progression. Ensuite, on parle jamais, voilà. Je sais plus si on avait vu que si elle débutait. Je sais plus du tout. Tu sais plus, ouais. Mais Voilà. mets un contexte comme ça. Ok. Supposons, c'est une débutante. Donc effectivement, déjà 2 à 3 minutes de repos pour une débutante, ça va être beaucoup. Hein. Il n'y a pas forcément besoin d'attendre autant de temps entre ces séries. Maintenant, au fur et à mesure qu'elle va progresser, voilà, son effort, elle va être plus intense au fur et à mesure. Et donc, pour la récupération, pour la régénération de l'ATP, si tu veux, tu pourras expliquer plus précisément. Eh ben, ça va mettre un peu plus de temps. Et donc, elle va avoir des difficultés à reproduire le même effort. Donc là aussi, ça va dépendre de comment elle s'entraîne. C'est-à-dire, est-ce qu'elle s'entraîne en cycle plutôt linéaire, donc avec le même nombre de répétitions sur chaque série, ou alors est-ce qu'elle fait, par exemple, 2 top sets, 2 back-off, ou un top set, un back-off. Voilà, selon sa gestion, sa structure d'entraînement, ça va être légèrement différent. Et donc oui, donc là dans ces choix de faire des choses entre les séries, eh bien moi personnellement tu as quelque pas de danse, je crois. Alors moi non, entre mes séries, je récupère parce que moi je récupère, je marche éventuellement, voilà, je marche ou j'attends, mais je peux te dire que après une série de fente bulgare, déjà entre mes 2 jambes, j'ai besoin de récupérer un peu. J'arrive pas à enchaîner les deux. Mais ça sera bientôt plus le cas grâce à tout le cardio que tu vas faire. Ouais, c'est possible. Et pareil, entre mes séries de hip thrust, en fait, à partir du moment où je fais un exercice difficile, il faut que je prenne du temps de repos et je me laisse le temps de repos nécessaire pour faire la même performance ou en tout cas générer la même intensité. Si je diminue la charge, il faut quand même que ce soit relativement intense. Maintenant, par exemple, sur des cycles de progression haute traction, je m'astreins, j'exige de moi-même d'avoir le même temps de récupération parce que là, je suis retournée sur du poids de corps, donc en fait, je veux que ce soit similaire entre chaque. Tu veux avoir des repères. Voilà, je veux avoir exactement. C'est le bon mot. Il faut se fixer des repères. Si tu sais pas, tu me demandes. Hein. Ah merci. Heureusement que tu es là. Donc voilà, il faut se fixer des repères et ces repères, en fait, ils vont surtout servir à quantifier la progression parce que ça va pas être tout à fait la même chose quand on prend 1 minute 30 de récupération et quand on prend 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Et forcément, on peut se dire, OK, j'ai progressé, mais si le temps de repos, il a augmenté, drastiquement, sur ce laps de progression, par exemple, si on fait, je sais pas, on pourrait dire, 3 x 10 à 80 kilos au développé couché, avec 2 minutes de récupération. Et si au bout de quelques temps, on fait 3 x 5 à 90, mais avec 8 minutes de récup. 8 minutes de récup, soyons dans l'excès.
est-ce qu'on a vraiment progressé? Voilà, c'est pas sûr. Alors oui, on aura peut-être progressé un petit peu, mais au final, si on refait ce 3 x 10, peut-être même en fait qu'au final, on n'aura pas progressé, on n'arrivera même pas à faire 11, 12, 13 reps à 80 kilos. Et donc au final, on se rend compte que bah non, on n'a pas vraiment progressé. Donc voilà. Je te laisse la parole. Est-ce que toi, tu ferais quelques pas de danse, Rudy? Bah, je danse pas du tout, je suis un très mauvais danseur. Mais non, mais elle est intéressante cette question parce que c'est vrai que quand tu veux progresser à fond en muscu, en prise de muscle, en fait, bah, y a rien ne vaut en termes d'efficacité et souvent ce qui limite la plupart des gens, c'est le manque de temps pour s'entraîner et donc le manque de temps de récupération entre les séries. Parce que plus tu progresses, et je reprends ce que je disais tout à l'heure, plus tes séries vont être intenses, plus le traumatisme, le stress que tu dois mettre pour progresser va être important et plus ça va nécessiter de temps de récupération pour pouvoir faire des séries productives. Donc en fait, on arrive vite avec les années à faire, tu fais une série, je prends un exemple, je fais des séries de curl incliné, je faisais 4 séries de 20, bah tu prends 4 minutes entre chaque série. Donc voilà, tu fais 4 séries de 20 avec du rest pause en curl incliné, donc un des meilleurs exercices pour les biceps, si tu veux les biceps longs. Et, euh, et donc bah ouais, tu prends des bras, mais ça te dure le temps de te concentrer, de te mettre, t'es déjà à 16 minutes, allez, je suis sympa, t'as la chauffe, en fait on a pour 30-35 minutes à faire l'exercice. Et donc ça, je conçois bien que pour beaucoup de personnes, c'est inconcevable. Et c'est pour ça, encore une fois, que le but, c'est toujours de faire au mieux en fonction de ses contraintes et de trouver son équilibre. Parce que c'est sûr que à un moment, tu peux pas compenser, et je crois qu'on en avait beaucoup parlé dans les podcasts quand Fabrice s'entraînait encore à fond, on a fait plein de tests et on peut pas compenser le manque d'intensité durant la série par, on va dire, une augmentation du stress métabolique, plus de congestion en prenant moins de récupération. Donc là, Zena, ça veut dire que aujourd'hui, si c'est pas ta psychologie, c'est pas ce que tu aimes de prendre des temps de récupération longs pour maximiser ta prise de muscle, bah ta prise de muscle, ta transformation physique sera forcément limitée. Alors, il y a toujours des gars, des filles qui vont prendre des temps de récupération assez courts et qui vont se transformer incroyablement, mais souvent c'est des exceptions. Et de mon expérience, après avoir coaché encore une fois des milliers de personnes depuis 2006, c'est que souvent, ce qui empêche de progresser beaucoup de personnes, c'est des temps de récupération trop faibles. Alors, si vous êtes dans ce cas-là et que c'est pas une question de psychologie et que vous manquez de temps, bah, je vous dis, mieux vaut faire moins d'exercices peut-être et prendre plus de récupération pour augmenter l'intensité. Et voilà. Ah, ensuite, bah, aujourd'hui, moi qui suis moins dans la muscu, qui cherche pas vraiment à progresser, mais plus à me maintenir, même si j'ai toujours cette envie, et, euh, et bah, ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que j'ai plus l'envie de prendre 3 minutes, 4 minutes entre les séries. Je me dis, ah, pareil, on se fait chier, quoi. Vraiment, on se fait chier. Et, euh, et donc, c'est pour ça que cette semaine, j'ai écrit un article d'ailleurs sur mon site rudicola.com sur les EMOM en musculation. Donc, comme d'habitude, j'ai fait l'article référence du web. Je pense que vous pourrez pas trouver mieux. Mais bref, et je parlais de ça parce que les EMOM, en fait, c'est de faire des répétitions toutes les minutes. Et souvent, bon, voilà, le truc classique, c'est tu peux faire, vraiment, si tu veux mettre léger, tu fais 10 séries de 10 en 10 minutes. Donc, tu dois faire tes 10 répétitions pendant la minute. Après, il y a d'autres formats, mais voilà, c'est un truc classique. Et c'est vrai que ça, bah t'as pas le temps de t'ennuyer. T'enchaînes. Mais la charge est tellement faible au final, même pas à 50% de ton maxi, bah que les gains musculaires sont beaucoup moins importants en proportion de comment tu vas progresser. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus fun. Par rapport à ce que tu dis, Zena, moi je partirais plus sur un truc comme ça, plutôt que d'essayer de mettre forcément quelque chose entre les séries. Déjà d'un point de vue nerveux, moi j'aime pas trop alterner des exercices. Alors, parfois, on peut se conseiller les supersets antagonistes, c'est à tester. Tu vois, je donne un exemple à la con, mais par exemple, tu ferais ton développé couché, et puis tu enchaînerais avec du rowing, et après tu prendrais 1 minute, et puis tu réenchaînerais. Donc, il y aurait une composante cardiovasculaire en plus. Ça peut se discuter, ça peut se tester. Mais moi, je vois que nerveusement, ça m'ennuie, et je vois que musculairement aussi, c'est mieux de garder la congestion localement. Même si tu prends des longs temps de récupération, la congestion se fait quand même. Donc, j'aime pas trop ça. Donc, moi, je te conseillerais plutôt de partir sur des formats de type EMOM. Donc après, là, je donne un exemple classique, mais rien t'empêche, ça peut être, par exemple, de faire 5 séries de 8 en 5 ou 6 minutes, tu vois, et puis tu fais 8 reps ou 6 reps même. Et donc, en fait, tu vas faire beaucoup de volume avec moins de temps de récupération et tu vas pas t'ennuyer. C'est plus ça, plutôt que d'essayer de combler les temps de récupération parce que tu t'ennuies et en fait, tu vas pas vraiment récupérer et ça va impacter tes séries. Mais il faut avoir conscience aussi que ça va diminuer forcément l'efficacité de ton entraînement en termes de transformation physique. Parce que, comme disait June rapidement, quand tu fais un effort, en fait, tu impactes plein de systèmes dans ton corps, donc notamment ton système énergétique. Je me souviens, un des premiers trucs que j'avais lu quand j'étais gamin, je crois que c'était Emmanuel Lejar, dans le monde du muscle, qui a écrit des bons bouquins en muscu qui sont presque plus trouvables, notamment Musculation des fondamentaux et la force, je crois qu'il avait écrit.
2 bouquins que j'aime et que j'ai dû prêter. Je sais pas où ils sont, mais j'ai dû les prêter. Je sais pas qui me les a pas rendus. Et bref. Et lui, il disait dans un article, il dit voilà, il faut jusqu'à 8 minutes pour reconstituer tout son ATP. Donc, et encore, il disait ça tout en sachant que finalement, quand tu fais un effort vraiment à fond, bah tu reviens jamais à 100% de tes capacités. Si vous faites vraiment une série à l'échec en forçant le plus possible, peu importe votre récupération, vous avez empiété sur votre système énergétique, mais aussi sur votre système nerveux, sur la contractibilité de vos muscles, sur votre psychologie, votre capacité à vous motiver, à vous mettre à fond, tout ça. C'est pour ça que les haters ou Mike Menzer disaient que une série, voilà, une série ça peut suffire. Bon, c'est pas le cas. Mieux vaut être moins intensif, avoir plus de volume quand même que tout miser sur l'intensité, du moins pour la plupart des gens. D'ailleurs, j'ai réécrit, j'en profite aussi pour une petite pub, mon article sur le volume d'entraînement optimal en musculation, qui, à ma grande surprise, est l'article le plus lu de mon site rudicoya.com. Tu vois, comme quoi. Ouais, j'aurais pas cru. Et en fait, je me réintéresse aux analytics pour modifier ce que je peux modifier. Tu cherches la bête? Non, je me racle la gorge. Quoi? C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et bref, donc en fait, c'est pour ça que quand plus tu vas progresser, plus tu vas devoir forcer, et plus tu vas devoir prendre le temps de récupération. Je résume ça aux élèves en BPGEP, c'est ce que je fais aussi en CQP, c'est que plus tu forces, plus il faut de récup, il faut mériter sa récupération, c'est pas plus compliqué que ça. Là, Zena, sans doute que c'est difficile pour toi de prendre 2 ou 3 minutes parce que tu forces pas vraiment. Si tu faisais une série de 20 curls inclinés en forçant, tu verrais que la première minute, t'as les bras encore tout congestionnés, t'essayes de bouger. 2 minutes, tu dis bon, ça commence à décongestionner. 3 minutes, tu dis voilà, 4. Et tu dis bon, bah, en fait, c'est la bonne récup. Parce qu'en fait, mais quand tu forces pas, c'est vrai que 2 ou 3 minutes, et par rapport à ce que dit June, si tu débutes la muscu ou voilà, ça fait pas longtemps que tu fais, bah ouais, effectivement, c'est trop long parce que tu mérites pas cette temps de récupération là par rapport à comment tu forces. Alors ensuite, sur la deuxième partie, June, elle est à 50% de son total calorique en lipides. Donc on en avait parlé il y a longtemps qu'elle a posé cette question, et elle a du mal à atteindre son total calorique sans ça. Est-ce que c'est dangereux à terme, 50%? Alors, écoute, là encore une fois, le truc c'est que c'est vraiment ultra individuel et bon, bien que 50% de lipides, ça me semble assez élevé, il y a des personnes, on pourrait même parler des personnes qui fonctionnent en cétogène, hein, qui sont vraiment sur des ratios encore plus élevés de lipides avec parfois 1 pour 1, c'est-à-dire voilà, 50% de lipides, 50% de protéines et c'est tout, et des traces de glucides. Mais voilà, je pense pas que Zena soit en cétogène. Ensuite, à terme, il faut vraiment voir au niveau peut-être des marqueurs sanguins. Moi, là, j'ai pas en tête forcément de la littérature scientifique qui dit attention à vraiment d'avoir une alimentation trop haute en lipides, c'est dangereux. À partir du moment où c'est quand même relativement équilibré, qu'on a aussi des sources antioxydantes au niveau des lipides, peut-être un apport aussi en oméga 3, ne pas avoir un ratio en oméga 6 trop élevé, des choses trop moi je voulais manger que du beurre, je comprends pas. Ah bon? Du bon beurre pour les 50% de lipides. Alors, je te conseille de manger du beurre et du pâté. dans ton café. J'aime bien le pâté aussi. Ouais, le pâté. Donc, comment ça s'appelait le café Bulletproof? C'était quoi? C'était avec l'huile de coco là? Je crois que c'était huile de coco ou beurre ou ghee. Voilà. C'est quelque chose qui est assez un truc assez populaire, ça. Assez populaire, et ça l'est encore ouais, par les personnes qui sont un peu en alimentation cétogène. Bon voilà, ensuite hein, c'est d'autres débats encore. C'est d'autres débats. Mais voilà, moi sincèrement, c'est pas, enfin je miserais pas sur une source préférentielle en lipides. Maintenant, c'est hyper individuel. Il faut voir aussi sur le long terme, à savoir que parfois on a l'impression que quelque chose fonctionne, mais sur le long terme, c'est pas forcément le cas. Par exemple, juste pour illustrer, moi j'ai été à peu près entre 3 à 5 ans végétalienne. Bon bah voilà, hein, les effets sont. Il y a des traces, hein. Voilà, il y a des traces. Il y a parfois des effets dont on se rend pas forcément compte. Donc le mieux, ça reste quand même de faire régulièrement, je pense, des check-up au niveau des marqueurs sanguins, des choses que moi je faisais pas forcément à l'époque. Voilà, de s'y intéresser et puis voilà. Ouais, non, mais je veux rajouter un truc, c'est que faudrait voir le total calorique exactement qu'elle mange, parce que si tu manges, je sais pas, 1800 calories, c'est pas pareil, hein, c'est pas pareil. Si tu fais ça, 3000. Voilà, 1800 calories, donc tu manges 900 calories de lipides, en fait, tu manges 100 grammes de lipides par jour. C'est pas si énorme. Maintenant, si c'est sur 3000 calories, que tu manges 1500 calories de lipides, ouais, voilà, ça fait 160, 9 fois 54, ça fait même plus, ça fait 170 grammes de lipides par jour. Là, ça fait beaucoup. Là, ça commence, j'ai envie de dire, c'est solide.
Après, sur les marqueurs, tu vois, je fais un petit aparté. Pareil, j'ai eu un élève ce matin qui a fait une analyse de sang et il est un peu haut en créatine, entre guillemets, il est juste un peu au-dessus des normes et il est un peu plus haut en cholestérol. Et donc, il était un peu paniqué. Il me dit, ouais, je suis un peu plus haut. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que tu penses que c'est les 3 œufs que je mange? J'aurais peut-être passé à 2. Et puis la créatinine fait que je mange trop de prods, tout ça. Et donc, je lui explique à chaque fois. C'est un truc qu'il faut faire aussi gaffe avec les analyses. C'est que, par exemple, sur le cholestérol, ils abaissent sans arrêt les normes. Sans arrêt, ils les abaissent, ils les abaissent, ils les abaissent. Il y a des très bons livres, notamment du docteur Delorgeril sur le sujet, qui montrent qui, selon lui, c'est pas le cholestérol le problème, sachant que en moyenne, je dis bien encore une fois en moyenne, 80% du cholestérol est produit par notre corps et non pas par l'alimentation. Encore une fois, c'est une moyenne, donc pour certains, c'est peut-être plus. Et donc, je lui dis, ben là, ton taux, c'est très bien. Et je lui dis, pour la créatinine, c'est pareil. Je lui dis, t'es presque pas au-dessus des normes. Et je dis, c'est normal quand tu fais de la musculation, en dehors de ce que tu consommes, comme tu dégrades de la créatine dès que tu fais un effort physique, le premier substrat énergétique de l'effort physique, le premier truc qu'on dégrade pour faire de l'ATP. Et ben c'est normal que t'en aies plus parce que tu fais du sport donc sans arrêt, il s'entraîne tous les jours. Il fait aussi de la course à pied, il fait de la muscu, bref, il fait pas mal de trucs. Il nous écoute peut-être Flo. Et donc je lui dis c'est normal. Je lui dis en plus c'est pas beaucoup. Je lui dis c'est rien. Mais c'est vrai que des fois on tend à nous faire paniquer alors que en fait il y a pas de quoi paniquer. Surtout quand les normes en fait sont pas la normalité. Comme je dis souvent, en fait c'est les normes pour celui qui fait rien du tout, qui a un peu de bide, qui fait pas de sport, qui est un spécialiste des trucs de streaming. Non mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et ça n'a rien à voir. Encore une fois, le contexte dans lequel le contexte est hyper important. Si t'as ça parce que tu fais ça, tu fais du sport, tout ça, bah ça va. Si maintenant t'as ces marqueurs-là alors que tu fais rien de spécial, pas de sport, là faut s'inquiéter. Encore une fois, l'environnement, le contexte joue énormément sur l'interprétation des résultats. C'est ça. Voilà, il faut pas oublier que déjà à quoi ça sert de faire forcément des prises de sang si on n'a pas de symptômes, si ce n'est à nous faire somatiser encore bien plus. Sûr, bien sûr. Voilà, il faut bien faire attention à ça, prendre vraiment des analyses comme un outil et bien se rappeler que effectivement les normes qu'il y a dans les résultats ne sont pas forcément les normes santé. Ce sont les normes des laboratoires par rapport aux résultats par rapport à des moyennes statistiques, mais ce ne sont pas forcément les normes santé. Donc bien se rappeler ça et aussi effectivement ne pas somatiser et ne pas, disons, aggraver le problème justement en se disant bah j'ai un problème. Ce n'est pas forcément ça. Il faut bien aussi se demander bah est-ce que vraiment je me sens bien, est-ce que je me sens mal. Voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus, mais effectivement vu que c'est assez accessible et que de plus en plus de personnes parfois se posent des questions, il faut pas non plus en faire quelque chose de trop une affaire d'État quoi. Alors, une question à laquelle tu voulais répondre de Begita. Donc pour ceux qui ont la référence, Begita, végétaux, c'est la même personne. Moi je préfère végétaux que Begita. Mais bref. Donc, bonjour à tous. Papa de 35 ans, d'une famille nombreuse et un sommeil perfectible, j'ai de plus en plus de mal à récupérer de mes séances. Je tourne sur un PPL 3 fois par semaine qui me permet d'enchaîner 2 séances d'affilée quand l'occasion se présente vu mon emploi du temps très chargé. Ma séance se compose de 4 exercices polyarticulaires plus 3 isolations, 3 séries pour chaque. Je mets lourd sur 2 polyarticulaires en m'arrêtant une répétition avant l'échec. J'ai à chaque fois l'impression d'être en surentraînement. La fatigue mentale et physique met du temps à disparaître. Je travaille assis. D'après vous, quelle stratégie devrais-je adopter? Mettre moins lourd, réduire mes exercices. Arrête tout. Non, je rigole. Bah, vends ta femme, tes enfants et arrête de travailler. Voilà, c'est ça, mets-toi au chômage. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah, écoute, déjà, je trouve ça super que ce soit un papa qui continue de faire du sport. Hein. C'est déjà super de pouvoir continuer à conserver 3 entraînements par semaine. Moi, je voulais surtout rebondir sur le fait que voilà, il précise bien que voilà, il a 4 exercices polyarticulaires, 3 isolations, 3 séries pour chaque. Donc, ok, ça fait quand même 7 exercices, ce qui est quand même assez conséquent. Bien sûr, c'est assez si on compte l'échauffement et tu sais, moi je précise toujours à mes élèves de bien remonter en charge sur chaque exercice. Hein. Par exemple, si tu passes, je sais pas, on va dire deux choses. De développé couché ou développé incliné, voilà. Bah, tu vas faire quelques séries de transition. C'est ça, exactement. Tu vas faire des séries de transition. Donc ça prend du temps aussi. Et il dit, je mets lourd dans 2 polis à une répétition avant l'échec. Avant l'échec. Donc voilà, il s'entraîne quasiment à l'échec, disons avec RPE 9 ou RIR 1. Donc voilà, déjà pour
atténuer cette fatigue qui fait qu'il a toujours l'impression d'être dans le brouillard, d'être en surentraînement, et que ça met du temps à disparaître, bah peut-être qu'il faudrait ajuster, pas forcément tout de suite son volume d'entraînement, mais bien sa proximité de l'échec, donc CRIR ou son RPE. Peut-être que déjà conserver 1 à 3 répétitions en réserve ou avoir un RPE plus de 7-8. Donc moins forcé. Voilà, moins forcé. Déjà moins forcé. Déjà pour voir si ça s'atténue, si les symptômes diminuent. Ensuite, on peut se dire que temporairement aussi, on va diminuer le volume. Ok, 3 séries, c'est pas forcément énorme, hein. T'as des personnes qui font 5-6 séries parfois, même si c'est pas forcément judicieux. Mais voilà, se dire, je vais faire 1 série par exercice. Avec, évidemment, on fait ces séries de transition, on fait sa montée en charge, mais je fais 2 séries par exercice. Donc, par exemple, soit 2 séries linéaires, soit un top set, un back-off, voilà, peu importe. Mais dans tous les cas, dans les 2 cas, je garde bien des répétitions en réserve, ok? Ensuite, peut-être diminuer un petit peu le volume total. Là, il a 4 exercices polyarticulaires, 3 isolations. Bah, pourquoi pas passer sur 2 ou 3 exercices poly et 1 ou 2 isolations. Passer à 5, 5 exercices par séance. 5 exercices, c'est déjà super. Avec les montées en charge, un peu de mobilité, un peu d'étirement, ça sera très bien. Attends, qu'est-ce que je voulais rajouter? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, mais je trouve que c'est déjà des bonnes solutions. En fait, le problème, entre guillemets, et je trouve que la question est super, c'est que famille nombreuse, donc il dit pas combien il a d'enfants, mais déjà quand t'as des enfants, moi j'ai un copain à la salle, Romain, qu'on a vu lundi, Ouais. voilà, il vient d'avoir son premier enfant, et puis il voit bien qu'il peut plus s'entraîner comme avant, il est fatigué, voilà, et c'est normal quand on fait des enfants, ça devient la priorité, et un sommeil perfectible. Donc Ouais, il dort pas. Ouais. Donc tu dors pas. Et donc, je sais pas quel âge ont ces enfants, mais 35 ans, on peut imaginer que les enfants qui sont jeunes, donc qui dorment pas forcément la nuit, voilà, faut s'en occuper. Donc déjà, t'as une dette de sommeil. À 35 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, malheureusement, le vieillissement, ça commence à partir de 25 ans. À 35 ans, comme disait Mathieu dans le podcast, tu commences à perdre des mitochondries. Donc ta récupération commence à s'effriter. Et la semaine prochaine, je ferai un podcast justement sur le vieillissement avec un copain, ça fait 25 ans qu'il s'entraîne en muscu, presque 30 ans, et donc il explique un peu les différences, et il explique, je spoil un peu mon podcast, sur les secrets du sport, et voilà, il dit en fait, lui il a 50 ans aujourd'hui, il dit bah, comparativement à avant, j'en fais moins, je force moins, je mets moins d'amplitude, je mets moins lourd, même si j'ai la force, je mets moins lourd, je suis moins explosif, parce que pareil, trop maintenant, je prends plus de jours de récupération. Il dit avant, je peux tout enchaîner, mettre lourd, forcer tout ça, il dit je peux plus. Il dit je sens, parce que la régénération, ta récupération est ralentie. C'est dû déjà à ton âge. Donc même si tu avais un super sommeil, pas d'enfant ou quoi, déjà, tu pourrais pas t'entraîner aussi intensément et aussi de manière aussi volumineuse qu'à 25 ans. Et il y a déjà ça, et ça, certains vont dire, ah, c'est pas possible. Non, bah forcément, quand t'as pas 35 ans et que ça fait pas 10 ans que tu t'entraînes, tu le sais pas. Mais je peux te le dire. Donc c'est ça. Donc, t'as des contraintes, des enfants à t'occuper, tu dors pas. Faudrait voir, moi je t'ai mis le truc Vegeta sur le forum. Quelle est ton alimentation? Parce que pareil, j'imagine qu'avec avec des enfants, forcément, c'est plus compliqué de manger à horaires régulières, de peser ce que tu manges, d'avoir une diète vraiment carrée. Alors certains encore vont bondir, vont dire bah non, il n'y a pas besoin de tout ça. En fait, plus c'est difficile de progresser, plus tu dois mettre des choses en place pour essayer de progresser, et donc quantifier son alimentation, bah ça joue énormément. Si tu sais combien de calories tu as besoin, quand est-ce que tu les manges, que tu fais aussi attention après au timing de la prise des aliments, tout ça, que tu prends des compléments pour récupérer, que tu prennes des compléments pour les articulations, par exemple super articulation évidemment sur super physique, du collagène, du super collagène parce que nous tout est super sur super physique, que tu prends des glucides pendant l'entraînement parce que tu fais des longues séances aussi, ça peut t'aider, des BCA même si des fois les gens sont à débat là-dessus, mais pour moi ça fait une grosse différence pendant l'entraînement aussi. Donc plein de petits trucs pour améliorer ta récupération, en fait, qui va aller de pire en pire à mesure que tu vieillis, en dehors déjà des contraintes que tu as en plus. Et donc l'alimentation, et à partir de ça, bah, ton entraînement, comme a dit June, réduire l'intensité, réduire le volume, c'est sûr, parce que là, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est facile d'en faire trop, et mieux vaut en faire moins que trop, mieux vaut que tu sois en forme pour faire tes séances, plutôt que d'être toujours dans le brouillard, sachant qu'aujourd'hui, si je comprends bien, ton objectif, de toute façon, c'est de progresser avec tes contraintes, j'avais envie de dire malgré, mais avec tes contraintes que tu as choisies, parce qu'a priori, c'est toi qui les as choisies, et donc forcément, tu dois accepter cet état où, en fait, tu feras jamais une séance à 100% de tes capacités, ça c'est terminé, ça n'arrivera plus jamais, ou alors tes enfants
sont déjà vieux et puis ils partent de la maison, mais bon, t'as déjà 55 ans, donc en fait, t'es plus jamais à 100%. Voilà. Donc tu feras toujours des séances en étant fatigué. Et donc c'est pour ça que, comme a dit John, tu dois faire attention à ton échauffement, à bien t'étirer, à prendre soin de toi de manière plus globale et ta progression, même si c'est un objectif qui est louable et que nous on est à fond là-dedans, mais en fait, elle est un peu secondaire aujourd'hui. Voilà. Le but là, c'est de t'entraîner, d'être en forme, d'être bien, et ensuite de voir comment tu peux progresser avec tout ça. Mais ouais, si tu dors pas, moi je le vois, et quand certains vont se marrer, mais si un coup je me couche à minuit au lieu de me coucher à 22 heures, bah c'est sûr que le lendemain, sur une séance, ça va passer, mais je sens que la journée est plus difficile. Si je le fais 2 jours de suite, c'est mort, bah ça m'arrive pas. Et pareil, si un coup je mange, je sais pas, je suis en déplacement, donc là par exemple je vais aller donner des cours au CQP, donc je vais être en déplacement, mais normalement je vais pouvoir me faire à manger. Bah forcément je suis en déplacement, donc je bouge, donc ça sort de ma routine. Bah ça impacte énormément mon entraînement. Aujourd'hui, j'ai même tendance, un truc que je faisais pas avant, c'est que quand je donne cours, eh ben j'évite d'aller au kayak parce que j'ai pas mal de distance à faire pour aller m'entraîner au kayak quand je suis sur Annecy, pour aller sur le lac d'Aiguebelette. Et donc j'évite de le faire parce qu'en fait, je sens que quand j'arrive pour faire ma séance, je suis déjà rincé en fait. Je sens que j'ai besoin de faire une sieste. Donc dans ce cas-là, bah, je fais de l'ergomètre, je me limite de la fatigue et je fais une séance plutôt facile. Voilà, en endurance fondamentale comme on dit ou en technique pour bosser ma technique. Mais j'évite ça parce que c'est vrai que mieux vaut en faire moins que trop. Mieux vaut voir sur le moyen et long terme. Parce que de toute façon, voilà, 35 ans, famille nombreuse, sommeil perfectible. T'as rien à gagner à aller te bousiller et à être dans le brouillard. Mais t'as tout à gagner à en faire moins et à être plus en forme. Et voilà. Et après, sur le sommeil, bah ouais, en fait, t'es niqué. Si tes enfants te réveillent, bah t'as pas le choix. Tu vas pas les laisser crever de faim. C'est sûr. Je voulais juste rebondir sur la partie alimentation. C'est au-delà de la diète et d'avoir assez ou pas trop de junk food, tout ça. C'est vraiment d'avoir les bons nutriments en fait, les bons nutriments, ce qui va justement te permettre de récupérer et d'être non seulement en forme pour tes entraînements, mais aussi pour son travail. Parce que là, il dit qu'il travaille assis. Donc déjà, on a un travail qui est plutôt sédentaire et il faut quand même se rappeler que la sédentarité c'est pas non plus un état de forme et que parfois c'est même un cercle vicieux, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas en forme mais on est sédentaire, on bouge pas, on n'a pas le temps de bouger parce qu'on a des enfants, parce qu'on a des contraintes et c'est totalement entendable, sauf que bah voilà, on fait juste de la muscu qui est un effort quand même relativement voilà, musculaire, nerveux, mais on va pas entretenir bah voilà, par exemple tout ce qui est mitochondrie. Alors déjà si on en perd et que on l'entretient pas, ça va être assez complexe. Ah bah oui, ça devient en pire. C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Ça va créer de l'inflammation. Ça va créer voilà de la fatigue, disons, enfin pas chronique, mais voilà de la fatigue régulière. Et le fait en plus effectivement de pas bien dormir, bah c'est un peu voilà ce qui va faire éclater le popcorn quoi. Donc Le popcorn. non mais voilà c'est. Mais il faut que je retienne ça pour le titre. Popcorn. Ouais. Mais ouais, Vegeta, bah, fais au mieux, mais c'est sûr que là, de toute façon, t'avais déjà les réponses. C'est mettre moins lourd ou forcer moins, réduire tes exercices. C'est vrai qu'une séance avec 7 exercices. C'est beaucoup. C'est surtout si tu forces et tout. Et comme a dit June, plus tu fais d'exercices polyarticulaires, plus ça met de muscles en jeu, plus ça met d'impact sur ton système nerveux. Il doit coordonner tes muscles, tout ça, plus c'est impactant. Et, bah, tes capacités de récupération, Elles sont limitées. Elles sont limitées, tu vois. C'est toujours pareil. On en revient toujours à ce que j'explique dans le tome 1 de la méthode super physique, toujours d'actualité. Mais que tes antécédents sportifs quand t'es enfant et adolescent jouent énormément dans tes capacités de récupération. Et qu'encore une fois, c'est un truc que j'arrête pas de dire, mais pour moi c'est important. C'est quand tu lis des trucs, les mecs disent ouais, tu peux augmenter tes capacités de récupération en faisant ça, 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 ça. Non, en fait, oui, si t'as 20 ans, si t'as 25 ans, à 35, 40, 45 ans. Si t'as jamais rien fait, tu vas les augmenter un petit peu, mais c'est hyper limité parce que ça s'appelle le vieillissement en fait. Et tu peux essayer de lutter un peu, hein, mais comme on disait au début du podcast, tu peux pas lutter contre la nature quoi. La nature à un moment elle va te dire t'es vieux quoi, t'es vieux. Et même si t'es pas vieux, j'en parle la dernière fois avec une copine. Moi j'ai quand même des élèves qui sont en forme et qui sont au-delà de 40 ans. Oui, non mais bien sûr, bien sûr. C'est parce qu'on n'a pas la même définition d'être. Tu fais peur, hein. On n'a pas la même définition d'être en forme, c'est pour ça. Bien sûr. Mais ouais, tu vois, j'ai une copine au kayak. Alors on rigolait parce que elle a des habitudes avec son copain de vieux quoi. Et je rigolais, je dis mais attends, t'es à peine à la moitié de ta vie. Et c'est marrant parce que à chaque fois on dit t'as 35, 40, 45, t'es vieux. Mais en fait c'est si tu prends un peu soin de toi, t'as de fortes probabilités de vivre le double en fait.
Bien Et sûr. souvent, on dit t'es vieux, mais alors quand t'as 80 ans, t'es quoi? T'es archi vieux? Bah c'est ça, ouais. T'es archi. Donc toi, t'es archi vieille bientôt. Bah non, moi je suis hyper Vu jeune. qu'il prend pas de collagène, on voit qu'il prend pas de collagène. Pourquoi tu Ah, prends pas assez de arrêtez, collagène? mais c'est toi qui prends pas de collagène. Ah si, moi, je peux te dire que les peaux superphysiques descendent vite, hein. D'ailleurs, je vais demander une ristourne au patron parce que ça douille, hein, quand même, hein. Ça douille. Euh, on va prendre celle-ci. Euh, une question de JPK. Comment comme pseudo, ça, JPK? Bonjour à tous. Je vous écris car j'ai entamé un régime depuis 3 mois. Je suis passé de 118 à 107 kilos actuellement, soit environ 1 kilo par semaine. J'aimerais savoir si je devrais faire une pause à un moment, car pour l'instant, ça va, mais je sens pas mal de fatigue. Et surtout des problèmes de sommeil. Je me couche tard et je me réveille la nuit. Par contre, le soir de mon cheat meal, je dors toujours mieux. Et j'ai 8 ou 9 heures de sommeil avec pas mal d'énergie le lendemain pendant la séance. Pensez-vous que faire une pause d'1 à 2 semaines en augmentant les glucides serait bénéfique? Je suis à plus ou moins 2300 calories par jour, dont 180 grammes de protéines et pas mal de lipides. Je ne compte pas, mais je mange beaucoup de graisse et peu de glucides. Est-ce que 1 kilo par semaine c'est trop? Car j'ai encore pas mal de réserves, je pense au moins 20 kilos. Dis donc ici les gens ils aiment bien le cétogène. Hein. Je sais pas, ça dépend ce que c'est, peu de glucides. Non, je rigole, je rigole. Évidemment, en plus on n'a pas les précisions. Mais je trouvais la question intéressante, notamment par rapport à la problématique du sommeil qui peut arriver lors des déficits caloriques prolongés et voilà que j'ai moi aussi connu bon déjà à diverses périodes, mais vraiment très très fortement à certaines périodes de ma vie où je mangeais relativement peu, notamment la sèche et aussi un peu plus tôt en 2018. Et donc voilà, et donc il dit que effectivement il dort beaucoup mieux lorsqu'il fait ses cheat meals. Donc là je sais pas c'est quoi ces cheat meals, mais on va en général avoir une consommation relativement élevée de glucides et de lipides, ce qui va vraiment favoriser le sommeil. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs hormones qui vont être sécrétées, qui vont rentrer dans le cerveau, favoriser donc la sécrétion de sérotonine, de mélatonine et donc contribuer à un meilleur sommeil. Maintenant, est-ce que pour autant il faut arrêter le déficit? Je pense qu'il y a pas mal d'ajustements à faire déjà au niveau de sa répartition. Si lui-même il dit qu'il est assez élevé en lipides, peut-être que déjà 180 grammes de protéines par rapport à son poids de corps. Donc là, à 180 grammes, il doit être à environ 2 grammes de protéines. Ouais, s'il lui reste 20 kilos à perdre, 87 kilos fois 2, ça ferait, 180 à peu près, voilà. Voilà, ça fait à peu près Donc 176, voilà. voilà à peu près. Donc moi je pense que déjà il aurait meilleur compte à diminuer un petit peu son apport en protéines, peut-être à diminuer à 1,8 grammes, ça suffirait largement pour conserver la masse musculaire si jamais il s'entraîne correctement à côté. Voilà, là il décrit pas son entraînement, mais à partir du moment où il s'entraîne, il va quand même stimuler sa masse musculaire, donc ça va suffire à faire de la rétention protéique et également diminuer peut-être sa consommation de lipides pour mettre ça au niveau des glucides. Et peut-être que à partir de ce moment-là, il va améliorer sa qualité de sommeil simplement par la sécrétion hormonale, la sécrétion d'insuline et la sécrétion de tryptophane, quoi. Mais quand on mange plus de glucides avant de dormir, ça fait pas prendre du gras? Si, absolument. C'est pour ça que je t'interdis de manger des glucides. Bah, j'avais prévu de te faire des pâtes ce soir. Oh là là. Non, c'est vrai? Non. Non. Pardon. Donc voilà, je sais pas si tu voulais ajouter Oui, quelque chose non, à mais ce point-là. c'est intéressant parce que effectivement, souvent, ce qui se passe, c'est que on a tendance à trop réduire les glucides et surtout, je pense, l'erreur, c'est de vouloir être trop pressé. C'est, bah là, c'est bien, il perd 1 kilo par semaine. Moi, je trouve que c'est un bon rythme, hein. Quand t'as 30 kilos à perdre, bah, c'est un bon rythme. Bah, là, j'ai une élève en ce moment, pareil, qui m'a contacté, que j'ai eu au téléphone, tout ça, on discutait. Et, je dis, bah, combien tu veux perdre? Elle me dit, bah, 20 kilos. Bah, je dis, écoute, tu veux perdre 20 kilos? Je dis, on va viser, 1 an et demi. Je lui dis, voilà, est-ce que pour toi, ça te paraît bien? Elle me dit, oui, c'est comme ça que je voyais. Bah, je dis, bah, ok, bon, on peut travailler ensemble. Mais voilà, si t'as 30 kilos à perdre, bah, faut que tu vises 2 ans. Tu te dis, j'ai 2 ans pour faire ça. Et justement, 1 kilo, c'est bien. Et après, rien t'empêche, en plus des conseils que John a dit, de faire des pauses dans ton rythme. Quand t'as pas de compétition, de trucs vraiment importants, t'es pas pressé pour maigrir. T'es pas pressé pour être musclé. Encore une fois, c'est aussi peut-être là que je fais dire ça, mais faut avoir une vision à long terme, une vision moyen et long terme, et pas sur le court terme. Tu t'en fous de faire 87 kilos dans 6 mois. Le but, c'est que tu fasses tes 87 kilos si c'est le poids, voilà, où t'es bien. Tu le fasses pendant 20, 30, 40 ans. Après qu'on vieillit, normalement, on a moins d'appétit, on maigrit encore un peu.
Enfin, normalement, il y en a qui se goinfrent, voilà. Mais normalement, voilà, tu maigris encore un peu. Mais ça peut être l'idée aussi de faire des pauses. Il n'y a pas de souci de remanger à ta maintenance. T'es fatigué, t'es pas pressé en fait de perdre tous ces kilos. Tu le fais tranquillement et puis ça va bien se passer. Après, si ça coince, bah tu connais les conseils de base. De toute façon, marcher un peu plus, faire peut-être un peu de vélo, se bouger quoi, tout simplement. Là, tu fais déjà de la muscu, j'imagine aussi. Donc rajoute un peu de cardio, pas grand-chose. Hein. Tu rajoutes une demi-heure de marche par jour, peut-être en plusieurs fois si t'as pas le temps de faire tout d'un coup. 10 minutes après chaque repas, tu fais une marche digestive au lieu de te mettre sur le canapé et de ronfler. Et si t'as si t'as le temps de faire ça, si c'est rigolant bien sûr. Mais oui, non, ouais, tu peux peut-être augmenter les glucides. C'est vrai que 180 grammes de protéines et pas mal de lipides. C'est sûr que quand tu réduis les glucides, t'as tendance à maigrir plus rapidement. Mais sur le long terme, c'est souvent un mauvais pari. Et je reviens à ce que me disait Philippe, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que après un moment, ton métabolisme, il aime pas quoi. Un moment, ta thyroïde, elle aime pas, ton pancréas, il aime pas, ton hypophyse, elle aime pas. En fait, ton corps, il aime pas être en déficit calorique, quoi. Donc, et surtout de manquer de quelque chose. Même si les glucides, c'est pas un nutriment essentiel, parce qu'on peut les produire à partir des lipides et des protéines en tout cas de mémoire. Ouais. Bah c'est quand même pas super, quoi. C'est quand même quelque chose qui nécessite quand même encore une fois de l'énergie pour se faire, et donc ça puise, et donc t'es pas fait pour ça. T'es plus fait pour produire de l'énergie à partir des glucides, de base, du moins pour la plupart de nos efforts. Euh, et donc, ouais, t'as peut-être intérêt à trouver un équilibre alimentaire un peu plus facile, même si ça a l'air de bien se passer pour toi, plus tenable sur le moyen et long terme. Et après, vu que tu manges déjà peu, 2300 calories pour 107 kilos, après, t'as plutôt intérêt à passer par l'augmentation de l'activité sportive et physique, faire des efforts, mais ça, a priori, Ouais, 2300, tu connais pour moi, l'histoire. c'est pas énorme. Mais t'as pas intérêt à descendre à 1800 calories, quoi. Tu vois, c'est un des points sur lesquels on est pas mal revenu ces dernières années, parce que être en restriction calorique, même si des fois on dit voilà, tu vas vivre longtemps, blablabla. Ouais, si c'est pour vivre longtemps comme un rat mort, ça sert à rien, quoi. Non mais le but, voilà, c'est de vivre tout simplement avec de l'énergie. T'as pas d'énergie, bah ça a pas de sens. Et donc là, le but, voilà, c'est que tu fasses tes 87 kilos. Si c'est le poids, encore une fois, tu dis encore 20 kilos. Bah sur le moyen et long terme, t'es pas pressé. Et voilà. Ouais, tout à fait. Et je termine simplement sur ce que tu as dit par rapport à la pause, hein, faire des, tu sais, dans le jargon on dit diet break. Faire des diet breaks, c'est plutôt recommandé sur les pertes de poids qui sont relativement longues. Donc oui, quand on table sur 1 an de perte de poids, 1 an à 2 ans, il faut passer par des phases où on va légèrement réaugmenter. Moi, c'est aussi ce que je dis à tous mes élèves qui veulent perdre du poids sur le long terme. C'est vraiment on passe par des cycles, hein. C'est comme l'entraînement, on passe par des cycles. Donc on a des phases de maintenance, on a des phases pour certains de surplus énergétique, ça dépend hein, de la personne, et on a des phases de perte de poids plus ou moins élevées, ça va dépendre de la personne, ça va dépendre du poids à perdre, mais il faut pas hésiter si vraiment on sent une grande fatigue et qu'on n'est pas pressé à repasser par des phases de maintenance. Et enfin, le terme cheat meal me gêne un peu, donc je sais pas c'est quoi ces cheat meal, mais il faut bien comprendre que l'alimentation, voilà, ça doit pas se résumer à je fais ma diète et puis il y a un jour où je me gave, je fais mon cheat meal. Non, enfin, sinon c'est le meilleur moyen en fait d'avoir une vision binaire de l'alimentation Un peu en l'air, et de se foutre en l'air, parce que voilà, tu vas te restreindre complètement, puis un jour tu vas avoir un apport énergétique hyper élevé, alors ton corps il va rien comprendre, il va pas du tout comprendre ce qui se passe. Et donc là, peut-être que tu dors bien parce qu'en fait, tu mets une grosse claque à ton corps. Donc, t'es rincé. voilà, et t'es rincé Alors, en fait. Voilà. j'ai une blague pour finir. Donc à midi, bah, donc, j'ai donné des cours. Et donc j'ai fait une story et certains de mes élèves, franchement, ils avaient bien fait à manger, ils mangeaient sainement, tout ça. Et donc bah, je dis bah tiens, j'ai fait une photo pour une fois que ça arrive. Tu vois, bah, j'ai pas eu beaucoup cette année, donc voilà. Mais donc je reste pas souvent pour aller voir manger. Et là, il y a un autre élève qui m'écrit depuis un resto chinois à volonté. Il dit ah nous on fait buffet à volonté, et je vois le truc massacre. Et donc les gars, je vous ai vu. Donc semaine prochaine, si vous m'écoutez, vous allez prendre un sacré tarif, quoi. Putain, vous allez morfler, quoi. Bref. Sur ce, on espère que vous avez passé encore une fois un bon moment en notre compagnie. Si vous souhaitez réagir, ça se passe directement dans l'espace commentaire sur SoundCloud ou directement sur YouTube dans la partie commentaires. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les mettre sur les forums Superphysique. C'est fait pour ça. Plus il y en a, plus on peut faire des podcasts, plus je peux faire des vidéos, on peut illustrer ce qu'on vous explique. Et puis voilà. Et puis on va suivre June dans ses aventures de triathlète. On a hâte de la voir avec sa trifonction et puis coucher sur son vélo à 2000 km/h. Et puis après aux Jeux Olympiques, bien évidemment.
évidemment. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.